Bonjour. Seconde danse s'inscrivant dans la suite, dans l'ordre, dans la partita, la courante. Ici un extrait de la courante en ré mineur, deuxième partita. Alors que la courante présente dans la première partita débute ainsi. Deux univers bien différents. Pourtant, il s'agit de la même danse, mais bien représentatif de ce grand point d'interrogation que l'on a derrière la courante. Déjà ses origines. La courante est-elle française, modérée de tempo, caractérisée par l'élégance, ou la courante est-elle la corrente italienne, plus vive, qui a les mêmes caractéristiques, mais simplement plus allante? L'étymologie du mot courante viendrait soit d'une forme du branle. Le branle, c'était une danse fréquemment dansée et sous différentes formes. Sa forme la plus usuelle, la plus courante, aurait donné lieu, le nom, à la courante. Autre explication, on sait que Louis XIV, danseur émérite, aimait la courante. C'était sa danse favorite. Aussi, il la dansait fréquemment, couramment. Cette danse, on la trouvait dans tous les bals de cour. Et cette courante viendrait de la fréquence et due à l'affection particulière que le monarque avait pour cette danse. On trouve une autre explication. Là, on est à la fin du XVIIIe, dans les écrits de Rousseau. Alors, Rousseau, je le préfère personnellement en philosophie que lorsqu'il parle de musique. Là, il nous dit que la courante viendrait de la chorégraphie et du va-et-vient des danseurs qui se croisent. Je pencherai plutôt pour la première ou la seconde explication. Cette variation du branle, et puis aussi le fait que cette danse soit particulièrement appréciée par Louis XIV, et donc une des danses favorites à la cour. La courante a trois caractéristiques. La première est le mot qui la définira. Lorsque l'on parlait d'allemande, on disait la majesté, la gravité du propos. Ici, on va parler de l'élégance. L'élégance, dans une courante vive, fait que le caractère ne devra pas être nerveux. L'élégance, dans une courante plutôt à la française, on devra veiller dans cette courante à la française de ne pas tomber dans un affect douloureux. Deuxième caractéristique, de même que l'allemande, la courante débute toujours par une anacrouse. L'anacrouse, je le rappelle en deux mots, c'est cette note ou ce groupe de notes qui précède le début de la musique, qui précède le temps dit fort. Pour l'allemande, nous avions ici, dans la courante, à l'italienne ou à la française, toujours cette note en levé, cette note qui précède le début du discours musical. Voilà la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique très importante, toujours en rapport aussi avec ce que je disais sur l'allemande, l'importance du tactus. L'allemande se basait sur le dactyle, long, court, court, long, court, court, ou blanche, noire, noire, blanche, ce qui nous donnait une pulsation intérieure nécessaire à l'exécution de cette musique.
ici, pour la courante, on va parler de trochée. Le trochée, c'est une longue suivie d'une brève. Le trochée apparaît dans les mouvements ternaires, à 3 temps. Long, court, ou alors blanche, blanche, noire. Et on voit très bien que ce soit dans une courante vive ou plus modérée, qu'elle s'inscrira toujours sur ce trochée. Ou etc. Cette levée du troisième temps du trochée, 1, 3, 1, qui nous donne un troisième temps en levée, est extraordinairement importante. La symbolique dans les danses est toujours présente. La danse est un art qui va se développer beaucoup dans la verticalité. Certes, le danseur se déplace d'un point à l'autre, mais on va juger aussi la qualité du danseur sur ses tensions, sur ses détentes. La courante est dansée de manière très différente pendant 2 siècles. On y voit d'ailleurs une danse favorite aussi pour bien des danseurs qui y voient l'occasion de montrer leur fantaisie. Aussi, il est très difficile de savoir comment cette dernière se dansait. Or, il s'avère qu'au XVIIe siècle, on retrouve toutefois fréquemment l'idée que le premier temps et que le deuxième temps et que le troisième temps de la courante sont en levée. Je m'explique. En danse, il y a une multitude de pas. On parle des pas graves, des pas tortillés, des pas battus, des pas tournés, des pas simples, des pas ordinaires. Il en est qui vont vers le sol et d'autres vers le ciel. On parlera souvent de bons pas lorsqu'il s'agit de donner une énergie vers le sol ou de faux pas lorsqu'il s'agira de donner la même énergie mais vers le ciel. On demandera d'ailleurs aux danseurs de frapper le ciel avec sa tête. Et j'aime cette image. Il s'avère que l'une des formes courantes pour la courante sera de danser ce premier et ce troisième temps vers le ciel. Ce qui donnerait quelque chose de relativement difficile pour nous autres interprètes, notamment lorsque l'on commence avec un accord, on a envie de mettre vers le bas, d'affirmer. Il faudrait en fait l'affirmer vers le haut. D'essayer de monter ses premiers et ses troisièmes temps. Cette notion de verticalité, on la retrouve dans la rhétorique. Je vous parlais de rhétorique baroque lorsque je vous parlais des épisodes précédents. Ici, cette rhétorique, on l'entend dans le tactus, mais elle est également dans la danse, elle est également dans la gestuelle. On la retrouve aussi dans l'iconographie. Lorsque notre fameux roi Louis XIV, danseur émérite, qu'on dit extraordinaire danseur, apparaît dans l'iconographie, on le voit avec des grands talons, avec une grande perruque, on accentue la verticalité. N'oublions pas que le roi est le représentant de Dieu sur terre et que cette figure verticale va toucher le ciel, recevoir le pouvoir divin. Et puis, dans l'iconographie toujours, le roi, avec sa grande canne et son bras étendu, nous montre que ce pouvoir reçu va, par l'horizontalité, être donné aux hommes. Donc, ce n'est jamais anodin dans la danse et dans l'interprétation de la musique de s'attarder et de mettre en avant ces symboles. L'horizontalité, la verticalité, qui se rapportent et qui se rattachent toujours à des symboliques fortes et finalement qui vont nourrir
l'art de l'interprète. La courante est fréquemment greffée sur des mouvements de triolet ou de trois croches. Alors j'ai même préparé une petite feuille que je vais vous montrer à l'écran parce que on a souvent des erreurs. Ici, vous avez, alors je vais poser mon violon, c'est plus simple. Ici, donc, vous avez votre fameux triolet ou les groupes de trois croches. La courante ta 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 s'inscrit toujours sur ce genre d'écriture. Or, il arrive parfois que dans une courante, vous verrez une croche pointée suivie d'une double croche. Elle est toujours à jouer sous une forme de triolet. Je sais, c'est un peu technique, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être décrocher, mais là, ce sera en l'occurrence pour les interprètes. Cette écriture-là égale celle-ci. Jouez-la toujours en triolet. On n'avait simplement pas, à l'époque, la possibilité d'écrire ça. Techniquement, on ne l'écrivait pas. Par contre, on le jouait comme ça. Donc, quand vous avez dans cette courante à l'italienne des triolets suivis de croches pointées doubles, il faudra bien sûr pas les jouer de cette manière. Elles devront être triolisées. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Toujours rester dans ce flux. C'est comme dans les concertos brandebourgeois de Bach. La levée, qui est écrite croche pointée double, sera à jouer dans une idée de triolet. Voilà, c'était un peu plus complexe, ça s'adresse plus aux interprètes, mais c'est une notion qui est essentielle. Dernière chose concernant ces danses. Vous remarquerez que dans la première partita, quand on a notre fameuse courante lente, elle est suivie d'un double. Qu'est-ce que le double? Alors le double, c'est une variation de la danse que vous viendrez de jouer. Ici, en l'occurrence, le double de cette courante est une courante dont les valeurs ont été doublées. C'est un peu schématique, d'où son nom. Or, ce que vous avez joué deviendra cette pièce-là, qui sera le double, la variation rapide de la courante. Des doubles, vous en trouvez avec notamment la sarabande, on en parlera lors du prochain épisode, qui a aussi un double dans cette première partie-là. Donc, n'oubliez pas que lorsque vous jouez un double, vous devez toujours y inscrire les mêmes caractéristiques, les mêmes tensions, les mêmes détentes, les mêmes tactus que dans la danse qui précède. Je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter sur cette courante. Encore une fois, c'est difficile de parler de danse parce que la danse est un univers extrêmement savant, extrêmement complexe, extrêmement varié. Ce que je vous raconte là, c'est le fruit de mes rencontres, c'est le fruit de cette passion qui est née quand j'étais adolescent. Et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des danseurs, des rhétoriciens, par exemple Justine Chaptal, que j'adore. Justine, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort, qui m'a tant appris, qui m'a tant éveillé. Et puis aussi beaucoup d'artistes que j'ai eu la chance, avec lesquels j'ai joué, puis avec lesquels j'ai beaucoup échangé. Et puis la lecture aussi de nombreux traités. C'est dans le fond une vie pleine de rencontres et de curiosité qui fait que je peux, avec j'espère beaucoup de simplicité, vous raconter, vous partager un peu cette passion. Cependant, effectivement, je vous mets en garde parce que je trouve qu'il y a parfois une forme de rigueur et de discours très castrateur. Il faut faire ça comme ça. On fait ça comme ça. Ici, c'était comme ça.
Dans le fond, la musique baroque a des constantes qui seront évidentes. Cette théorie des affects, ce langage qui s'inscrit sur des tactus, cette notion de rhétorique. Mais il y a beaucoup de souplesse aussi. Et puis, il y a toujours à prendre en compte un berceau culturel, sociologique. La musique est un discours qui s'inscrit dans un siècle et dans un pays. Et ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode qui traitera de la sarabande. À bientôt.